Dans le monde du cinéma, il y a toujours quelques grandes questions qui suscitent encore de grands débats. Le cinéma est-il juste du théâtre filmé? On y répondra, mais pas aujourd'hui. Les films d'animation méritent-ils leur appartenance au cinéma? On y répondra, mais pas aujourd'hui. Comment sont nées les techniques de tournage et de montage d'aujourd'hui? On y répondra, mais pas aujourd'hui. Quel est mon film préféré? On y répondra, mais pas aujourd'hui. De quand et comment l'idée de filmer des gens nous est parvenue? On y répondra, mais uniquement en intro de cette vidéo. Et encore rassurez-vous, j'ai pas mis toutes les questions. Pour tenter de répondre à cette question qui parle de la base du cinéma, je vais me baser sur la base de la théorie du cinéma, du moins en France et même au monde, André Bazin. Voici ce qu'il nous dit. Une psychanalyse des arts plastiques pourrait considérer la pratique de l'embaumement comme un fait fondamental de leur genèse. À l'origine de la peinture et de la sculpture, elle trouverait le complexe de la momie. La religion égyptienne dirigée tout entière contre la mort faisait dépendre la survie de la pérennité matérielle du corps. Elle satisfait par là un besoin fondamental de la psychologie humaine, la défense contre le temps. La mort n'est que la victoire du temps. Fixer artificiellement les apparences charnelles de l'être, c'est l'arracher au fleuve de la durée, l'arrimer à la vie. Il était naturel de sauver ces apparences dans la réalité même du mort, dans sa chair et dans ses os. Et d'ailleurs, selon vous, pourquoi malgré les chemins énigmatiques, les labyrinthes et compagnie, les embaumeurs et surtout les religieux s'amusaient à emplir la salle du tombeau et aussi le sarcophage d'or et de bijoux? Est-ce que ce serait pour la gloire du pognon et montrer aux générations futures comment était la civilisation d'antan? Possible. Ouais. Possible en vrai vu qu'il est naturel pour une société de faire en sorte à montrer les meilleurs aspects de celle-ci aux générations futures. Mais pas que. Selon André Bazin et ce dont je suis d'accord, il s'agirait aussi de multiplier les chances de sauvegarde. Ainsi plaçait-on près du sarcophage des statues et ornements capables de se substituer au corps si celui-ci venait à être détruit. Ainsi se révèle dans les origines religieuses de la statuaire sa fonction primordiale, sauver l'être par l'apparence. Et c'est à partir de ce constat qu'André Bazin et d'autres théoriciens et théoriciennes soutiennent la thèse de « il y a dans l'art un moyen de préserver l'être et ce qu'il représente ». Je fais en quelque sorte partie des gens qui adhèrent à cette théorie. En effet, à partir des portraits réalistes ou non, on extrait de l'être charnel et si possible vivant tous les attributs et fonctions qu'il a pu accomplir dans sa vie pour les représenter sur le tableau. Si on prend les portraits royaux, ou encore napoléoniens par exemple, on trouve des attributs indiquant leur pouvoir, le royaume défendu, leur caractère unique et d'autres éléments. Ce n'est pas tant la personne physique qui compte, mais la personne immatérielle. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie, lâchez-vous dans les commentaires, je serai ravi de les lire et il n'y a pas de sarcasme. Mais avant, laissez-moi vous rappeler ceci. Je fais en quelque sorte partie des gens qui adhèrent à cette théorie. Mais bon, si vous avez regardé ma vidéo du comeback, vous devez vous souvenir de ceci. Parce que je peux être intrigué par un sujet, mais ne pas être du tout d'accord avec ça. Bazin, je te regarde. Mais avant de commencer à se fâcher contre André Bazin, laissons-lui le temps de nous préparer le terrain. Si l'histoire des arts plastiques n'est pas seulement celle de leur esthétique, mais d'abord de leur psychologie, donc là Bazin nous conforte un peu dans ce qu'on disait plus tôt, ce n'est pas tant la personne physique représentée qui nous intéresse, mais plutôt son être psychologique avec tous les symboles qu'on va émettre et tout le tralala. Elle est essentiellement celle de la ressemblance, ou si l'on veut, du réalisme. Et là on commence à se fâcher. Moi personnellement c'est le mot essentiellement qui me chiffonne. Essentiellement, c'est un mot qui vient du mot essence, qui ne signifie pas que du gasoil, mais surtout ce qui constitue la nature d'un être, d'une chose. Donc si on reprend les propos de Bazin qui est un grand théoricien du cinéma et qui sait ce qu'il dit, l'histoire de l'art est naturellement celle de la ressemblance, ou si l'on veut, du réalisme. Réalisme à quel point alors? Car le cours de l'apparition de Jésus, Mahomet, Bouddha, Yahvé et autres mythologies que je n'ai pas en tête actuellement, une personne sceptique qui n'a pas assisté à tous ces événements et qui n'y croit pas, elle n'est pas d'accord avec vous. Il est à comprendre plus tard dans le texte que Bazin nous parle de photoréalisme. Un Jésus qui est en lévitation, oui, mais qui possède des traits dessinés comme les rides du vieux José. C'est un peu comme si les millénaires d'évolution et de création artistique n'avaient que pour unique vocation
celle de créer une copie conforme de la réalité, comme le fera plus tard la photo. Et après, plus rien. Eh ben, vous ne doutez de rien. Les peintures des cavernes, si on devrait prendre cet exemple basique, représentaient certes fidèlement comme on le peut les bestioles et exploits de chasse. Mais la recherche derrière n'était peut-être pas tant la démonstration d'un homme chasseur spécifique face à un bestiau, mais plutôt celle d'un grand groupe, dont les êtres sont faibles par leur apparence, mais surpassent de par leur groupe le grand ours qu'ils ont défoncé. Le réalisme à l'époque, je pense qu'on s'en foutait. Ce qui comptait vraiment, selon moi, c'était de marquer le coup et aussi de montrer aux générations futures comment chasser efficacement, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça qui fonctionnait. Du moins, c'est mon avis. Mais je dois vous avouer que j'ai été tatillon. Je pense qu'André Bazin nous parle de l'époque où l'art a été instauré au moment où la civilisation est née. Et là, votre argument peut fonctionner, mais il n'est pas universel. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on a plein de tableaux, de sculptures qu'on élève au rang d'art, mais qui n'ont pas pour objectif de représenter la réalité. Encore plus depuis l'apparition de l'éveil des esprits, notamment par les révolutions, qui a permis à l'art de se tourner plus vers les émotions qu'on veut partager, plutôt que le réalisme suggéré. Et pour le cinéma, alors, puisque c'est le sujet de la vidéo, qu'en est-il donc? Eh bien encore une fois, André Bazin nous répond avec raison. Ah non, en fait c'est André Malraux, un des contemporains de Bazin. Le cinéma n'est que l'aspect le plus évolué du réalisme plastique, dont le principe est apparu avec la Renaissance et a trouvé son expression limite dans la peinture baroque. Oui, ça se tient parce que le cinéma apporte du mouvement grâce à sa technique, ce dont la peinture a toujours eu du mal. Mais justement, ce n'est qu'un aspect technique, et on n'apprend pas grand-chose sur l'aspect artistique du cinéma. Pour nous permettre de comprendre un peu plus l'intérêt scientifique et évolutif qu'apporte la photographie, Bazin ajoute que ce qui fait la photographie et donc le cinéma, c'est cette automatisation de l'image. En gros, on appuie sur un bouton et paf, le monde est impressionné sur un support éternel. Mais en soi, les moulages représentent aussi une automatisation de l'impression du réel. Et en plus de ça, c'est en 3D, donc vraiment au niveau photoréalisme, on est pas mal. Mais du coup, vu que le cinéma ne serait qu'une simple extension de l'art si on se base sur la technique du moulage d'antan, quel est son véritable but? Bazin entre de nouveau et il nous explique ceci. L'originalité de la photographie par rapport à la peinture réside donc dans son objectivité essentielle. En effet, l'essence naturelle de la photographie et donc par extension le cinéma repose sur l'objectivité qu'apporte l'engin, parce qu'il représente fidèlement la réalité. La personnalité du photographe n'entre en jeu que par le choix, l'orientation, la pédagogie du phénomène, si visible qu'elle soit dans l'œuvre finale. Elle n'y figure pas au même titre que celle du peintre. Alors comme ça, on ne capte pas si facilement la personnalité du photographe au sein de ses œuvres. Et donc du cinéaste par extension, j'ai l'impression. Les photographies d'Agnès Varda débordent de naïveté et de nostalgie. Ansel Adams travaillait ardemment pour nous montrer le côté épique de la nature. Diane Arbus montrait la monstruosité dans le banal. Imogen Cunningham a quasiment amené et perduré la peinture des ombres et du flou dans ses œuvres. Et il y a encore plein d'autres artistes contemporains qui ont amené leur personnalité au sein de leur photographie. Très cher André. C'est bon, maintenant vous comprenez quand je vous disais que j'aimais pas trop André Bazin? De mon point de vue, ce qu'il aurait fallu dire, c'est que la photographie est un art qui s'est très vite démocratisé de par son aspect mécanique. Et donc il est plus difficile en photographie pour un artiste de se démarquer des autres. Parce qu'en peinture, une pâte, c'est véritablement une pâte, le pinceau qui glisse. Tandis qu'en photographie, il est beaucoup plus facile d'imiter le style de quelqu'un. Bon, maintenant que ça c'est dit, quelle est la spécificité du cinéma par rapport à la photographie? Bah oui, depuis le début je vous bassine avec le fait que le cinéma découle de la photographie, tout comme la photographie descendrait en effet de l'envie de réalisme dans la peinture. Bazin, là-dessus vous avez raison. Et Bazin et moi, sur cette question de la spécificité du cinéma, on est aussi d'accord sur un point. Celle de la temporalité que permet ce média. Bazin nous parle d'une délivrance que le cinéma fait sur l'art en le délivrant de sa catalepsie convulsive. En gros, l'art avant le cinéma, il ne peut pas bouger et ça le perturbe. Et du coup, le cinéma, quand il apparaît, permet à l'art de bouger. André Bazin s'attarde sur cette capacité de montrer du mouvement tout en évoquant la durée. Et c'est justement la durée
qui m'intéresse. La durée, c'est quelque chose d'important au cinéma et de différent en fonction de la personne réalisatrice derrière. Cela peut se passer par les plans, les sujets filmés et surtout le montage. Chaque personne réalisatrice a sa propre méthode, mais personnellement je vais en distinguer deux majeures. Petit 1, le cinéma compte sur le phénomène d'incrédulité et d'immersion du spectateur pour laisser libre cours à l'imagination de celui-ci avec la rapidité des plans, la rapidité du montage et les rappels du temps qui passe pour oublier le temps. C'est ainsi que lors des films catastrophes, une année entière peut se dérouler en 1h30 au plus grand des calmes. Et petit 2, la personne réalisatrice laisse volontairement la caméra tourner de façon très longue avec si possible du mouvement, permettant ainsi de ressentir au maximum le temps réel qui passe sur l'écran. C'est ainsi que l'on peut ressentir devant certains films un sentiment d'ennui, d'incompréhension, de malaise face à une situation qui l'est réellement. Et je pense ne pas vous apprendre grand chose en vous disant que aujourd'hui encore, et ce depuis les débuts du cinéma, le monde est partagé entre ces deux aspects du cinéma, lequel est le meilleur, tout ça. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du premier point qui insiste sur la vitesse, la rapidité des plans, parce que ce serait trop facile, quoique. Mais si on fonctionne du coup par élimination, nous parlerons du second point, qui insiste sur le ressenti de la durée. Et nous prenons pour point de départ encore une citation, mais modifiée et pas de basin. Rassurez-vous. Avant tout, je vais vous mettre en condition. Alors, pour ceux qui le veulent, fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix. Vous êtes en 1895, lors de la première projection publique des Frères Lumière. Vous savez que vous allez voir le résultat d'une machine capable de diffuser des photographies animées. Vous y retrouverez peut-être de la vie, les émotions des gens, comme une immersion en fait dans le monde réel. Vous avez la sensation de partir au théâtre, mais que ce théâtre se trouvera sur une grande toile blanche. Vous regardez ce qu'il se passe et voici ce que vous voyez. Des vidéos en noir et blanc de gens qui marchent, qui semblent rire, faire des farces, jouer à un jeu. Mais il y a un souci. Le son de cette vie est absent. Les couleurs vives de la vie ont laissé place à des nuances de gris. Tout à coup, vous subissez une désillusion. Le théâtre sur écran qu'on vous a fait espérer n'existe pas. La vie qu'on vous a fait espérer n'existe pas. Bienvenue dans ce que Maxime Gorky appelle le royaume des ombres. Un royaume où les feuilles des arbres sont grises comme de la cendre, où les hommes, pareils à des ombres, glissent en silence à la surface du sol gris, comme frappés d'une malédiction et condamnés cruellement au silence, privés de toutes les nuances, de tous les coloris de la vie. Et ce monde que vous observez sans pouvoir agir dessus tout en étant curieux de savoir ce qu'il s'y passe, il disparaît. Presque brutalement, au bout d'une bande de pellicule qui retire ces images du tissu blanc, vous laissant seul face à l'incompréhension de ce monde. C'est ce qu'ont vécu plusieurs personnes lors de la première projection publique des Frères Lumière et d'autres montreurs de vue. Le cinéma a eu comme première impression celle de susciter d'abord l'engouement, puis la peur, le stress, l'inquiétude et l'incompréhension. C'est justement ce genre d'émotion que le cinéma peut susciter qui m'intéresse. Et au-delà des images sans son qui font franchement pas mal flipper, il y a aussi l'absence de montage qui suscite encore plus de peur, d'inquiétude et de stress. Le montage dans le monde de l'art, c'est hyper important. Si je vous ai cité la comparaison avec le théâtre, ce n'est pas pour rien. Car comme le cinéma, le théâtre utilise le réel et nous le montre, mais à travers un autre type de montage, celui du texte, de la mise en scène et de la scénographie. Ainsi, une journée entière passe en 2 heures de show, mais plonge le spectateur en euphorie, comme s'il avait vécu cette journée complète. Ça, c'est pour le théâtre classique. Et pour le cinéma, il a fallu attendre un peu pour qu'il puisse faire son chemin dans ce qu'on appelle le spectacle vivant, tout en partant d'un royaume des ombres. Si depuis cette époque et l'apparition du montage supposé par Eisenstein et Griffiths,
le cinéma a su révoquer ses sentiments et même le rendre plus vivant. Il y a eu quand même dans son histoire plusieurs mouvements de cinéma et de cinéastes qui ont permis un retour à la durée. Mais aujourd'hui, avec les évolutions techniques et les évolutions des mœurs et surtout les évolutions artistiques, quelles émotions ressurgissent des images rappelant le royaume des ombres? Et est-ce qu'il y en a qui arrivent à le faire avec du son et de la couleur? Bah évidemment que oui. Plusieurs cinéastes ont fait de leur carrière une spécialité du temps, mais pas tous avec la même approche. En dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples de mouvements de cinéma et de cinéastes qui ont fait du temps leur spécialité. À vous de voir après cette vidéo si vous voulez continuer dans cette approche. Commençons avec la base de ce royaume des ombres, parce que c'est littéralement ce que c'est, le cinéma expressionniste allemand. Il s'agit d'un cinéma allemand. Un cinéma qui joue sur les ombres et leur signification, surtout sur les ombres tranchantes, un cinéma d'horreur certes, mais surtout d'accentuation de la vie dans sa part la plus sombre. Je vous invite à vous pencher sur les films maîtres de cette époque avec Metropolis de Fritz Lang, M le maudit de Fritz Lang, Nosferatu de Marlowe et Le cabinet de Dr Caligari de Robert Finn. Ces films jouent principalement sur l'absence de son et des plans longs qui prennent bien leur temps uniquement lorsqu'il y a des événements qui doivent susciter l'inquiétude et le stress au minimum. Continuons notre découverte du temps à travers le cinéma avec la nouvelle vague qui jouait énormément sur le ressenti du temps quotidien. La nouvelle vague vient suite à un ras-le-bol du cinéma classique à la Hollywood très prude de l'époque, donc les années 40-50, mais aussi directement du cinéma néo-réaliste italien qui, comme son nom l'indique, renouvelle la vie. En gros, le néo-réalisme italien prenait la vie documentaire et la romançait. Parmi les films les plus intéressants, on trouve Rocco et ses frères de Visconti, La Terra Trema de Visconti, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Et pour ce qui est de la nouvelle vague, on est plus sur un mouvement de cinéma cheap niveau budget, mais plein de liberté artistique et surtout de système D. Un mouvement de cinéma axé sur le jeu entre scénario et image. Parmi les films importants que je me dois de vous renvoyer vers, on trouve La pointe courte d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, Les 400 coups de Truffaut, La jetée de Chris Marker, L'année dernière à Marianne Mad de René, Les demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, et puisqu'il faut malheureusement le citer, À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Parmi ces films, la sensation du temps se fait surtout par le dialogue, qui prend du temps à être exprimé afin qu'on puisse bien entendre et comprendre ce qu'il se passe. Comme dans la réalité, on fait gaffe à ce qu'on dit et à la façon de les dire. Et du coup, la caméra suit ce mouvement lent de préparation pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'il se passe. La seule exception que j'ai citée là-dedans est La jetée de Chris Marker, mais ça c'est parce que c'est pas mal différent. Et depuis la nouvelle vague et encore aujourd'hui, on retrouve beaucoup de cinéastes qui se servent de la caméra et du montage pour nous faire ressentir le temps. Et je pense que dans l'eau, il y en a que vous connaissez. Pour citer la grande spécialiste du cinéma lent, ou du temps réel, il faut parler de Chantal Akerman. Cette réalisatrice utilise le temps dans sa réalité avec le moins de coupures possible pour exprimer l'ennui, la réflexion, la compréhension, le deuil, l'acceptation, bref, tout plein d'émotions qui demandent du temps pour venir du cœur, passer par le cerveau et arriver à la conscience. Et que fait-on dans la vie et donc dans les films de Chantal Akerman lorsque ces types d'émotions nous travaillent? Eh bien on vit. Et c'est ce que Chantal Akerman fait dans ses films. Je ne peux pas vraiment vous en citer parce que je ne suis pas vraiment un grand fan de Chantal Akerman, mais je reconnais volontiers sa supériorité dans ce domaine. Donc si vous voulez vous intéresser au temps quotidien, commencez par Chantal Akerman. Parmi les films un peu plus populaires pour ce genre de mouvement cru, on retrouve également le film de Gus Van Sant, Elephant, qui parle du jour tragique de Columbine, pas besoin d'expliquer l'histoire du film, qui suit celle de ce jour sous différents points de vue banals, quotidiens. L'utilisation du temps dans ce film se fait par la caméra qui suit les personnages comme dans une cinématique de jeu vidéo. Avant de passer en mode prise en main de la manette,
lors de la partie la plus importante du film, celle de l'horreur qui suit les antagonistes à l'assaut, minute par minute, en plan séquence, affreusement long, pour susciter la peur, l'indignation et ensuite le pardon chez les spectateurs. Regardez ce film. Pour finir mon petit tour au sein du cinéma des temps morts, il faut que je vous parle d'une façon plutôt innovante d'utiliser ces mêmes temps morts, à savoir celle de créer des moments de vie un peu aux tiers pour permettre aux spectateurs de se reposer et de comprendre ce qu'il vient de voir de façon plutôt brutale et surtout avant de relancer cette brutalité derrière. Comme le cerveau humain a tendance à chauffer très vite, certains réalisateurs n'hésitent pas à prendre soin de nos cerveaux pour encore plus nous attaquer derrière. Nombre d'exemples existent pour illustrer mes propos et personnellement, le plus marquant selon moi, c'est Hideaki Anno avec son univers cinématographique Evangelion. Oui, le cinéma d'animation, c'est du cinéma, et comme tous les mouvements de cinéma, il utilise aussi les mêmes procédés. Dans Evangelion, on prend des informations tout le temps dans chaque épisode. Ces informations nourrissent la complexité d'un univers complet qui tourne autour de la dépression, du sexe, de l'écologie, de l'humanisme, du transhumanisme et du sort de l'humanité. Et pour ne pas trop perturber les âmes déjà perturbées de base, Anno impose des moments aux tiers pour nous détendre. Quelle est la raison ? Hideaki Anno a besoin de pause aussi. Voilà. Et moi aussi, j'ai besoin d'une pause. Après avoir tourné cette vidéo pendant près d'1h15 pour le temps de la vidéo actuelle. En plus, je tourne ça le 20 mars pour le 25 mars. J'espère que cette introduction, j'insiste sur ce mot-là parce que ce n'est que le début du temps mort au cinéma, vous a plu. Si vous avez des suggestions à faire pour des sujets de vidéos autour du cinéma, des jeux vidéo, de la culture en général, n'hésitez pas. On se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo que je ne sais pas encore laquelle je vais faire.